Le président rwandais Paul Kagame a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Il s'agit de sa première visite à l'Élysée depuis 2011. Durant son séjour, il doit participer au salon Vivatech à Paris. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a ignoré ce mercredi une convocation du Parlement qui comptait l'entendre sur la disparition de plusieurs milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Et puis au Liban, le président du Parlement, Nabi Berri, un allié du mouvement chiite Hezbollah, âgé de 80 ans, a été réélu pour un 6e mandat par les députés de la nouvelle Assemblée. On en parle également dans ce journal. Voilà pour le titre. Bonsoir à tous. Le président rwandais Paul Kagame a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron. Il s'agit de sa première visite à l'Élysée depuis 2011, alors que les relations entre Paris et Kigali restent distendues depuis le génocide rwandais de 1994. Durant son séjour, Paul Kagame, dont le pays nourrit l'ambition de devenir l'un des centres numériques du continent, doit participer au salon Vivatech qui doit réunir une soixantaine de dirigeants et acteurs du high-tech mondial. Les images. Le président Paul Kagame est présent mercredi et jeudi à Paris pour participer au salon Vivatech. Il a été reçu ce mercredi à l'Élysée par Emmanuel Macron, sa première visite à l'Élysée depuis 2011. Cette visite intervient alors que les relations entre Paris et Kigali se sont détériorées depuis le génocide rwandais de 1994. Le président rwandais a également participé à l'Élysée à un déjeuner qui a réuni des patrons du numérique comme Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, et Satya Nadella de Microsoft. Il s'est ensuite entretenu en tête-à-tête avec Emmanuel Macron. L'Élysée a indiqué que les deux dirigeants veulent travailler ensemble malgré la complexité de la relation bilatérale, tout en pointant leur convergence de vues dans les domaines de l'innovation, du climat ou des opérations de maintien de paix en Afrique. Également au menu, la possible candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Muti-Kiwabo, pour succéder à la Canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Jeudi, les deux présidents effectueront ensemble une partie de la visite du salon Vivatech. Il faut dire que les deux dirigeants se sont déjà vus à 2 reprises en un an, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU et en Inde, à l'occasion du sommet solaire. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a ignoré ce mercredi une convocation du Parlement qui comptait l'entendre sur la disparition de plusieurs milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. Le Parlement a décidé de reporter son audition à lundi prochain. Reportage. La commission parlementaire des mines et de l'énergie tient à interroger Robert Mugabe sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait la perte par son pays de 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies étrangères. Une convocation lui avait été adressée la semaine dernière pour ce mercredi, avait indiqué le président de la commission, un député indépendant, mais il ne s'est pas présenté mercredi matin à 9h au Parlement. Le comité a connaissance du fait que 9h du matin est un horaire trop matinal pour demander à l'ancien président d'être présent. Tout comme vous noterez que lorsqu'il était en fonction, il ne commençait jamais les consultations avant midi. Nous ne sommes pas là pour l'humilier. Donc lundi à 14h, le Parlement l'attendra. On ne s'attend pas à ce qu'il ne soit pas coopératif. Le Parlement a le pouvoir de convoquer tout le monde. Le Zimbabwe a découvert il y a une dizaine d'années des diamants dans son sous-sol dans la région de Tidwa, dans l'Est, mais depuis, le pays n'a jamais publié de statistiques jugées crédibles sur ses activités diamantifères. Dans un rapport publié l'année dernière, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. La commission parlementaire des mines et de l'énergie a déjà interrogé plusieurs anciens ministres et responsables des forces de l'ordre sur leurs activités dans la mine de Marange. Le but de cette réunion est que vous informiez la commission sur la perte présumée de 15 milliards de revenus venant des diamants et sur le contexte dans lequel vous auriez fait cette déclaration. La commission estime que vous avez connaissance d'informations utiles qui lui permettraient de conclure son rapport.
Depuis sa démission forcée, l'ancien président passe une retraite dorée dans sa luxueuse propriété de Blue Roof dans une banlieue chic d'Harare. Le couple Mugabe, tout puissant pendant des décennies, se retrouve cependant sur la sellette. La police doit prochainement interroger l'ancienne première dame Grace Mugabe dans une affaire d'exportation illégale d'ivoire de contrebande qui lui aurait rapporté des millions de dollars, selon la presse gouvernementale. Déjà un mois que Madagascar est plongé dans une grave crise politique depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins 2 morts. L'opposition réclame la destitution du président de la République ainsi que la dissolution de toutes les institutions. La médiation internationale n'a rien pu faire et à quelques mois de l'élection présidentielle, le pays semble dans l'impasse. Les détails. Madagascar est sujet à une crise sociopolitique sans précédent. Depuis le 21 avril, les députés de l'opposition battent le pavé, descendant quasiment chaque jour dans les rues avec quelques centaines de partisans. Depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins 2 morts, l'opposition réclame place du 13 mai la destitution du président de la République malgache ainsi que la dissolution de toutes les institutions. Parti d'une contestation des nouvelles lois électorales, le mouvement mené par les députés de l'opposition s'est très rapidement focalisé sur la destitution du chef de l'État. Et si la Haute Cour constitutionnelle a accédé à la première requête des députés en toilettant une partie des dispositions qui leur posaient problème, les textes de loi ne sont plus du tout la priorité. Les yeux sont donc pour le moment rivés sur la Haute Cour constitutionnelle malgache qui doit rendre sa décision concernant la requête en déchéance que l'opposition a déposée. La communauté internationale n'a jusqu'ici pas réussi à donner une feuille de route de sortie de crise. Les négociations n'ayant pas fonctionné, aucun consensus n'a été trouvé entre les deux camps. Et à quelques mois du scrutin présidentiel malgache, le pays semble se trouver dans l'impasse. Au Sénégal, on n'en a pas fini avec la grogne des étudiants de l'université de Dakar. Ces derniers ont manifesté pour le retard du paiement de leur bourse. Ils exigent par ailleurs la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Reportage. Le bras de fer entre étudiants et gouvernement se poursuit à Dakar. Si le gouvernement sénégalais espère une reprise dans les universités, les étudiants, eux, maintiennent leur mouvement de grève. Ils exigent le départ du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'enseignement supérieur, dénonçant le retard de paiement de leur bourse. On ne peut pas concevoir, depuis l'arrivée du gouvernement en 2012, on note un retard dans le paiement des bourses. Ce qui est anormal. Et ce qui est anormal. Et nous ne voulons pas une 3e mort dans ce campus social. Sur ce, nous demandons simplement le départ du ministre Mary Teuw Niane. C'est ce que les étudiants de Dakar disent. Et nous décrétons une grève illimitée jusqu'à ce que le ministre parte. Les étudiants des universités publiques du Sénégal sont en grève depuis la mort mardi d'un des leurs à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au cours de confrontations avec les gendarmes. Ils espèrent que l'aboutissement de l'enquête débouchera sur un procès condamnant le meurtrier de leurs camarades. En attendant, la coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son mot d'ordre de grève illimitée. En bref, au Nigeria, 2 prêtres et 17 fidèles assassinés en avril dans une église ont été enterrés mardi dans le centre du pays, dans l'état de Benue, en proie aux violences entre agriculteurs chrétiens et éleveurs peuls musulmans qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'année. Une foule massive s'est rassemblée autour d'importants cercueils blancs. Ce dernier massacre qui a eu lieu le 24 avril dernier dans le village de Mbalom a été directement attribué à des éleveurs nomades. Mais la confusion règne cependant dans ce conflit pour l'accès à la terre qui prend une dangereuse tournure ethnique et religieuse dans un pays divisé à moins d'1 an de l'élection présidentielle. En Égypte, le journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismail Alessandrani, a été condamné à 10 ans de prison. Il a été condamné par une cour militaire égyptienne. L'information a été confirmée hier par son avocat. Les détails. Une cour militaire égyptienne a condamné à 10 ans de réclusion le journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismail Alessandrani.
Arrêté en novembre 2015, il est accusé de faire partir des frères musulmans, la confrérie pan-islamique déclarée organisation terroriste par l'Égypte en 2013 et d'avoir publié des secrets militaires. Le journaliste a également été accusé de diffuser des informations susceptibles de nuire à la sécurité nationale dans ses entretiens et ses articles. Incarcéré à son retour de Berlin à l'aéroport de Hurghada, station balnéaire sur les bords de la mer Rouge, il était depuis maintenu en détention provisoire. Spécialiste notamment de la question djihadiste dans le nord du Sinaï, où les forces de sécurité luttent contre une insurrection menée par le groupe État islamique, Alessandrani s'était rendu en Allemagne pour dispenser des cours sur la situation en Égypte, selon sa femme Khadija Ghaffar. Il est également connu pour ses écrits anti-régime et pour sa critique du rôle de l'armée en politique. Fin 2017, Reporters sans frontières avait réclamé sa libération sans condition. Pour Human Rights Watch, ce verdict illustre les représailles vicieuses du gouvernement égyptien contre les journalistes qui traitent des questions sensibles. Les associations de défense des droits de l'homme accusent le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi d'avoir installé un régime répressif non seulement contre les islamistes, mais élargi progressivement à toute forme de dissidence. Je l'annonçais en titre, au Liban, le président du Parlement, Nabi Berri, un allié du mouvement chiite Hezbollah, âgé de 80 ans, a été réélu pour un 6e mandat par les députés de la nouvelle Assemblée. Par cette réélection, il vient de consacrer un record de longévité à ce poste dans le monde arabe. Voici les images. Figure inamovible sur la scène parlementaire et politique libanaise, Nabi Berri, en poste depuis 26 ans, a été sans surprise reconduit pour 4 ans par 98 voix pour, 29 bulletins blancs et 1 vote nul. Né en Sierra Leone en 1938, cet avocat diplômé de droit en 1963 a fait son entrée en politique en rejoignant dans les années 70 Amal, mouvement des déshérités, fondé par l'imam chiite charismatique Moussa Sadr. Ce mouvement qu'il dirige depuis 1980 forme avec son allié, le Hezbollah, un puissant tandem chiite ayant raflé lors des récentes élections 26 des 27 sièges dévolus à cette communauté au sein de l'Assemblée qui compte 128 élus. Le courant du futur formation du Premier ministre Saad Hariri a perdu quant à lui le tiers de ses sièges. Il dispose désormais de 21 députés contre 33 sièges dans le Parlement sortant. Le courant politique du chef de l'État, Michel Aoun, a quant à lui remporté 29 sièges, ce qui en fait désormais le bloc le plus important du nouvel hémicycle. Le président Aoun devra procéder à des consultations parlementaires contraignantes au lendemain de cette séance plénière pour désigner le nouveau Premier ministre. Saad Hariri devrait être reconduit en dépit de son revers électoral. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.